Un indice majeur vient-il d'être révélé en lien avec la mort mystérieuse et la disparition de la jeune Céleste Rivas Hernandez, âgée de 14 ans, dont le corps aurait été retrouvé dans la voiture du chanteur David. Il s'avère que le détective privé qui enquête sur cette affaire vient de faire une révélation fracassante sur les réseaux sociaux. Parlons-en, bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, nous avons cette mise à jour concernant David dont nous devons parler. Cela pourrait nous éclairer sur ce qui est arrivé à Céleste Rivas Hernandez, 14 ans, dont le corps a été retrouvé dans une Tesla enregistrée au nom du chanteur David en septembre à Los Angeles. Aucune arrestation ni accusation n'a été faite. Il y a eu des informations, notamment de TMZ, selon lesquelles un grand jury d'enquête à Los Angeles pourrait être en train d'entendre des preuves. Nous avons déjà fait des sidebars à ce sujet, vous pouvez tout retrouver. Mais une question sous-jacente à laquelle nous n'avons pas de réponse, et qui, d'un point de vue médico-légal, est peut-être un facteur de complication, c'est: qu'est-il arrivé à Céleste? Comment est-elle morte? Quel était l'état réel de son corps? Comment a-t-elle été déplacée? C'est pourquoi la mise à jour dont je vais parler est vraiment intéressante. Tu parles que de ce qui complique, mais tu sais ce qui complique encore plus? Le fait que la cause et les circonstances du décès n'ont pas été rendus publics et que les détails provenant du bureau du médecin légiste ont été scellés par décision de justice. Après le bureau du médecin légiste, à 10h54, le vendredi 21 novembre, le département du médecin légiste du comté de Los Angeles a reçu, à la demande du département de police de Los Angeles, une ordonnance de justice imposant une restriction de sécurité sur le dossier numéro 2 1025-14 1252 et Céleste Rivas Hernandez. Aucun dossier ni détail de l'affaire, y compris la cause du décès et le rapport du médecin légiste, ne peut être diffusé ou publié sur le site jusqu'à nouvel ordre. Et puis, il y a la division des homicides et des vols qui a publié un communiqué non seulement pour répondre à cela, mais aussi pour s'adresser aux médias, rapportant que Céleste avait été décapitée et que son corps était soit entièrement, soit partiellement congelé. Cela repose surtout sur les infos de TMZ. Ils ont publié un communiqué qui disait: déclaration de la division des homicides et des vols concernant l'enquête sur Céleste Rivas, Los Angeles. Le département de police de Los Angeles connaît les récents articles sur l'enquête David Céleste Rivas et souhaite corriger des informations erronées diffusées par les médias. Le corps de Céleste Rivas n'était pas gelé lors de sa découverte le 8 septembre 2025. Elle n'avait pas été décapitée. Le département de police de Los Angeles a demandé de sceller les dossiers de l'enquête du médecin légiste sur la mort de Céleste Rivas. Cette ordonnance a été demandée uniquement pour s'assurer que les détectives de la division des homicides et des vols prennent connaissance des informations importantes concernant sa mort avant les médias et le public. L'ordonnance n'a pas été sollicitée pour compromettre la transparence. D'accord, maintenant nous devons parler de cette mise à jour, et cette mise à jour concerne Steve Fisher. Nous l'avons déjà eu dans l'émission. Steve est l'enquêteur privé qui a été engagé par le propriétaire du bien où David aurait séjourné dans les collines d'Hollywood. Cette propriété semblait proche de la Tesla. D'ailleurs, cette propriété a été fouillée par les autorités. Maintenant, Steve est sorti et a fait quelques commentaires sur son enquête, y compris des choses comme ceci. Mais je vais dire ceci, il y a certaines choses, et je parle de preuves matérielles qui se trouvaient dans cette maison, qui sont... il aurait pu y avoir de plus grands projets concernant la façon de se débarrasser d'elle. Et c'est effrayant, ces choses sadiques. Et c'est pour ça qu'on essaie d'en apprendre plus à ce sujet. J'aimerais pouvoir en dire plus, mais pour des raisons évidentes, je ne peux pas. Cela ne concerne pas la façon dont elle est morte, mais plutôt comment il comptait s'en débarrasser et que la Tesla n'était peut-être qu'un lieu temporaire, leur timing ayant simplement été mauvais pour exécuter leur plan. Mais il y a certaines choses, il y a quelques éléments qui vont vraiment vous épater. Et il a récemment été mentionné dans un autre épisode de Sidebar où il a publié un message sur X semblant se défendre contre le fait d'être potentiellement accusé d'outrage au tribunal pour avoir prétendument parlé ou discuté d'une affaire sur laquelle il aurait apparemment témoigné. Il s'est vraiment défendu contre cette accusation également. Et nous supposons qu'il s'agissait de l'affaire Céleste Rivas Hernandez. Ce n'est pas confirmé de façon définitive. Mais quand on lit entre les lignes de son message, il semblait que c'était peut-être le cas. Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais maintenant, compte tenu de ce qu'il a dit à propos de ses découvertes, c'est de cela dont nous devons parler. Il vient juste de poster ceci sur X. Je cite: bien que mes propos aient été déformés par certains, ce que j'ai réellement dit à propos de certains objets trouvés à l'adresse d'ONI,
c'est qu'il s'agissait, je cite, d'objets que l'on s'attendrait à trouver dans une ferme plutôt que dans une maison des collines d'Hollywood. L'un de ces objets était une cage incinératrice, annoncée pour brûler à 1600 degrés. Les crémations humaines sont généralement effectuées à environ 1400 degrés. Un incinérateur n'est pas légal à utiliser dans les limites de la ville et n'a aucune utilité légitime dans une propriété résidentielle à Hollywood Hills. Certains diront que cet objet était destiné à servir d'accessoire pour une vidéo, mais si tel était le cas, cela soulève plusieurs questions évidentes. Pourquoi une cage à oiseaux de 25 kg serait-elle envoyée à une résidence privée au lieu d'un accessoiriste, designer ou société de production? Pourquoi aurait-elle été commandée avant de partir pour une longue tournée mondiale et pourquoi n'a-t-elle jamais été utilisée dans aucune production vidéo? Il est également important de noter qu'il y avait d'autres objets présents qui pouvaient être utilisés en conjonction avec la cage d'incinération. Pour être clair, cette cage d'incinération était neuve, jamais utilisée et encore dans sa boîte. Cependant, puisque les restes de Céleste Rivas Hernandez ont été retrouvés dans le coffre de la Tesla, la présence d'un incinérateur dans la même résidence liée à ce véhicule soulève des questions sur l'intention. La cage d'incinération n'a pas été saisie pendant la perquisition et, n'ayant pas servi, elle semble sans importance pour une enquête criminelle. Mais nous pensons que ce contexte reste important, même si ce n'est pas criminel. La cage d'incinération et d'autres objets ont été livrés aux résidents sous un faux nom, même si les livraisons ont été acceptées sur place. Veuillez trouver ci-joint une photo de l'incinérateur à cage d'incinération tel qu'il a été trouvé sur place, ainsi qu'une image tirée des documents publicitaires du produit du Dr Burns. Hashtag Céleste Rivas Hernandez, hashtag David, et il inclut d'ailleurs ces photos. Qu'est-ce qu'on en pense? J'invite Matt Ervin à en parler. Matt, ancien détective et instructeur à la retraite, ravi de vous accueillir. C'est une déclaration assez forte de la part de Steve Fisher de la rendre publique. Qu'en pensez-vous, si cela s'avère vrai? Eh bien, je pense que les remarques de Steve Fisher sont très réfléchies. Je ne peux pas imaginer de raison légitime ou innocente pour laquelle une cage d'incinération serait reçue à une résidence privée, ni pourquoi elle serait commandée sous un faux nom. Je dois aussi dire franchement, Commençons simplement par là. Gardez vos réflexions. La seule chose que je dirais concerne le faux nom. Vous savez, s'il est une célébrité, il ne veut pas que les gens sachent qu'il séjourne là-bas. Des idées? d'accord, mais s'il y a tout un groupe de personnes avec qui il travaille, parce qu'il compte utiliser cela dans le cadre d'une tournée de concert, dans le cadre d'une vidéo, il a tout un personnel qui peut commander quelque chose pour lui. Je ne comprends pas pourquoi il agirait sous un faux nom, mais je saisis votre point de vue. Cela peut être une explication innocente. Encore une fois, pour répondre à Steve, si tel est l'objectif de cet objet, pourquoi est-il livré à une résidence privée? Pourquoi n'est-il pas avec lui en tournée? Pourquoi n'est-il pas emmené dans un endroit pour être utilisé dans une sorte de vidéo? Cela dit, je ne vois pas non plus de bonne raison pour laquelle le département de police de Los Angeles n'a pas saisi cet objet. Je veux dire, si vous menez une enquête sur un corps retrouvé dans le coffre d'une voiture, l'une de vos hypothèses de travail doit être que ce corps a été placé là pour le déplacer de la scène où la mort a eu lieu, puis le transporter vers un troisième endroit pour le dissimuler ou s'en débarrasser. Et si vous envisagez la possibilité que quelqu'un essaie de se débarrasser d'un corps et que vous fouillez la résidence d'une personne d'intérêt dans cette affaire et que vous trouvez ce qui est essentiellement un crématorium domestique, pourquoi ne le saisissez-vous pas? Je sais qu'en exécutant un mandat de perquisition, vous ne pouvez saisir que ce que le tribunal a autorisé et que vous avez indiqué attendre sur place. Je doute que quelqu'un s'attendait à y trouver cet objet. Mais ce que vous faites lors d'un mandat de perquisition, lorsque vous trouvez quelque chose de probant auquel vous ne vous attendiez pas, c'est que vous rédigez ce qu'on appelle un mandat supplémentaire. C'est un simple addendum où vous dites: et juge, en exécutant le mandat de perquisition que vous avez délivré, nous avons trouvé cet autre objet. Nous pensons que c'est une preuve et souhaitons la saisir. Il s'agit d'un addendum d'une page ajouté à votre mandat. Je n'ai jamais vu un juge refuser d'en signer un, et je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas été fait dans ce cas. Laissez-moi vous demander, Matt, vous pourriez avoir raison, non? Tout d'abord, en supposant que ce soit vrai qu'une cage d'incinération ait été livrée là-bas, et en supposant un instant que les forces de l'ordre ne l'ont pas saisie, d'accord? Admettons que ce soit exact. J'imagine que la question serait soit, comme vous l'avez dit, que cela dépassait le cadre, que cela dépassait la portée d'un mandat de perquisition. Peut-être qu'ils ne l'ont pas modifié pour une raison quelconque. Ou est-ce possible, quand on essaie de réfléchir à ce qui est arrivé à Céleste,
Son corps ne montrait absolument aucun signe de brûlure et ils n'ont pas pu établir de façon définitive que l'achat, la livraison de cet incinérateur était lié à elle d'une quelconque manière. C'est une remarque pertinente et comme l'a dit Steve Fisher, il n'avait pas été utilisé, mais il semble qu'en raison des circonstances, puisque ce corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture, le crime de dissimulation du corps était inachevé, qu'il y avait un plan, ou du moins le début d'un plan pour dissimuler ou se débarrasser du corps. Et pour une raison ou une autre, ce plan n'a pas été entièrement exécuté. Et cela ne rend pas la cage d'incinération moins probante. Encore une fois, un mandat de perquisition n'a pas besoin d'atteindre le niveau de la cause probable pour procéder à une arrestation. Il suffit de faire valoir que vous enquêtez sur un crime et que cet objet est potentiellement une preuve de ce crime. C'est donc une norme bien moins stricte que pour une arrestation et selon moi, les circonstances de la découverte du corps de Céleste suffisent largement à la remplir. Si quelqu'un avait utilisé ça, est-ce que cela pourrait complètement incinérer un corps au point qu'il ne reste plus aucune trace humaine? Il ne resterait plus aucune trace humaine? Vous savez, je ne connais pas ce produit. Je fais confiance à Steve Fisher quand il dit qu'une incinération d'un corps humain, une crémation, se fait à 1400 degrés et que cette chose peut monter jusqu'à 1600. Je ne sais pas quelle est de sa capacité à 25 kilos, je n'imagine pas qu'elle soit si grande, mais vous savez, cela nous ramène encore une fois à cette allégation de démembrement ou de démembrement potentiel. Si vous allez vous débarrasser d'un corps de cette façon, c'est une chose assez horrible à envisager, mais il semble que quelqu'un y ait peut-être pensé. C'est intéressant car en débutant cette affaire, une question s'est posée. Pourquoi le corps a-t-il été laissé dans une Tesla? Soit c'était, vous savez, quelqu'un qui était en train d'essayer de comprendre quoi faire ensuite avec le corps, ils ont paniqué. Soit il a été délibérément laissé là pour jeter le soupçon sur David, n'est-ce pas, Swaba? Nous avons pensé que cela aurait pu être une possibilité. Mais si le corps est laissé dans la voiture, et maintenant que vous pensez à l'achat de cet incinérateur, c'est vraiment, vraiment, vraiment un travail bâclé. Je veux dire, vous achetez un objet qui doit être livré potentiellement pour la disparition d'un corps. C'est l'une des accusations, sans certitude. Mais si on considère cela comme vrai, c'est vraiment une très mauvaise planification à plusieurs niveaux. Eh bien, je m'attendrais à ce que, quelle que soit la façon dont Céleste est morte, ce n'était pas quelque chose de très bien planifié ou réfléchi, et je m'attendrais à ce que, si vous avez un groupe de personnes qui n'ont pas d'antécédents criminels importants ou sophistiqués, et qu'ils se retrouvent face à un cadavre, peu importe la circonstance, la panique serait une réaction assez probable. Et vous savez, malgré tout ce qu'on voit à la télévision et au cinéma, la plupart des gens qui commettent des crimes ne sont pas vraiment sophistiqués. Ce ne sont pas, vous savez, des entreprises criminelles façon Ocean's 11, des maîtres du crime. Ce sont des gens qui se retrouvent dans des situations qui les dépassent complètement, des choses se produisent qu'ils n'avaient pas prévues et tout devient incontrôlable. Alors ils paniquent. Et beaucoup des circonstances de cette affaire semblent indiquer cela. Et s'il est vrai que la cage à brûler n'a pas été utilisée, qu'elle est restée dans son emballage, si quelqu'un l'avait achetée dans le but, disons, de se débarrasser du corps de Céleste, cela donne une idée de la mentalité de cette personne et de ce dont elle est capable. Ce qui me fait aussi me demander si c'était la première tentative de se débarrasser de son corps. Si quelqu'un serait prêt à incinérer son corps, et nous n'avons pas de preuve définitive de cela. Si on considère un instant le rapport de Steve Fisher, on suppose. Cela ne vous donne-t-il pas une indication sur l'état dans lequel le corps de Céleste pouvait être? Ce qui complique, c'est que nous ignorons la cause et les circonstances du décès, sans plus de détails, surtout sur son corps. Mais ai-je tort de penser que quelqu'un prêt à faire cela n'en serait sans doute pas à sa première tentative pour se débarrasser d'un corps? Est-ce que cela vous donne une indication sur ce qui a pu arriver d'autre au corps de Céleste? Eh bien, vous soulevez plusieurs questions. Je veux dire, tout dans les circonstances de la découverte du corps de la pauvre Céleste suggère quelque chose qui n'était pas vraiment bien planifié et un acte qui n'était pas achevé. En ce qui concerne la cage d'incinération, il est difficile de savoir à quel moment au cours de tout cela cet objet a été acheté. Était-ce le plan initial pour se débarrasser du corps, puis un plan B a-t-il été créé pour le placer dans le coffre?
Quelqu'un devait-il retirer le corps du coffre pour le mettre dans la cage d'incinération? Et pour une raison ou une autre, soit n'a pas réussi à le faire, soit a décidé de ne pas le faire? Je veux dire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut spéculer ici. Je pense que la grande leçon à retenir, c'est que une ou plusieurs personnes, probablement inexpérimentées en matière criminelle, ont paniqué et ont élaboré un ou plusieurs plans dont aucun n'a finalement été mené à terme. Mhm. Cependant, la difficulté principale, comme dit précédemment, vient du sceau sur les dossiers du médecin légiste. Je ne sais pas si nous en avons déjà parlé selon votre expérience. Ce qui se passe entre le bureau du médecin légiste et la police de Los Angeles est pour le moins intéressant. C'est intéressant et c'est inhabituel. Le bureau du coroner de Los Angeles travaille avec plus de 40 agences dans la grande région du comté de Los Angeles, mais il travaille de manière très, très étroite avec le département de police de Los Angeles et en particulier avec la brigade des homicides et des vols. Et vous savez, les avocats de la défense se plaignent souvent que les détectives des homicides et le coroner travaillent trop étroitement ensemble. J'ai assisté à des autopsies où je me tenais avec le médecin légiste et nous regardions les preuves en discutant de ce que nous pensions s'être passé. Et quand les gens agissent de bonne foi, cela conduit à de bonnes informations et à de bonnes enquêtes. Mais c'est vraiment main dans la main et ce n'est pas vrai dans toutes les juridictions, mais c'est très vrai à Los Angeles. C'est particulièrement vrai pour les personnes vraiment expertes et expérimentées du service des vols et homicides du département de police de Los Angeles. Pour qu'ils fassent des déclarations contradictoires, que le bureau du coroner de Los Angeles dise nous aimerions vous dire, mais nous ne pouvons pas, puis que la police affirme que ce qui est divulgué par le coroner n'est peut-être pas vrai. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Ces personnes collaborent étroitement sur des affaires sensibles, avec généralement beaucoup de confiance et de coopération. Oui, et le médecin légiste en chef avait alors déclaré que la mission du département est d'assurer une transparence totale avec la communauté en diffusant des informations pour permettre aux gens de sauver des vies. Depuis que je suis devenu chef du département, j'ai travaillé à éradiquer la pratique consistant à placer des restrictions de sécurité sur les dossiers du médecin légiste simplement à la demande des forces de l'ordre. Les restrictions de sécurité sont rares dans d'autres comtés et leur efficacité dans le système judiciaire n'est pas prouvée. Nous nous engageons à servir notre communauté avec une transparence totale. La loi nous en empêche tant que l'ordonnance du tribunal subsiste dans cette affaire. Je comprends la position du département de police de Los Angeles. Il protège l'enquête et maîtrise les informations. J'ai deux questions à vous poser. Premièrement, le bureau du médecin légiste connaît-il déjà avec certitude la cause et la façon du décès de Céleste? Quelle est la principale préoccupation du département de police de Los Angeles concernant la divulgation d'informations? Beaucoup de choses à ce sujet me semblent très confuses et inhabituelles. Tout d'abord, je dirais qu'il est très probable que le bureau du médecin légiste de Los Angeles en sache autant qu'il pourra en savoir. Cela fait plus de 3 mois que les restes de Céleste ont été découverts. Je ne peux pas imaginer un test ou une procédure qui n'aurait pas déjà été effectuée à ce stade, ni dont les résultats ne seraient pas déjà revenus. Donc, je ne sais pas ce qu'ils savent, mais j'ai peur, ou je m'attends à ce qu'ils sachent déjà tout ce qu'ils allaient savoir. Euh, bon, le principal souci du département de police de Los Angeles, c'est que des fuites d'informations nuisent à l'enquête, surtout tant qu'aucune arrestation ou inculpation n'a eu lieu. Cela dit, il me paraît aussi étrange que si leur préoccupation est la protection de l'information et l'intégrité de leur enquête, il y ait, comme cela a été rapporté, un grand jury d'enquête en cours en ce moment. Parce que lorsque vous faites venir des personnes devant un grand jury d'enquête et que vous leur posez des questions, elles sortent ensuite de l'audition et consultent leur avocat. Et maintenant, vous avez deux personnes qui ont au moins une certaine idée de ce dont il s'agit dans l'enquête. Et si vous faites comparaître plusieurs personnes devant un grand jury, il y aura souvent un accord de défense commun entre elles, où toutes les personnes interrogées et tous leurs avocats se parlent entre eux. Donc, au moins parmi les personnes qui pourraient potentiellement être inculpées ou appelées comme témoins dans cette affaire, il y a beaucoup d'informations qui peuvent potentiellement filtrer simplement en raison du processus du grand jury. On m'a dit qu'un avantage du grand jury d'enquête ici, outre la présentation de preuves et l'émission d'assignation, est la collecte de plus d'éléments. D'après ce que je comprends, ce grand jury ne peut pas émettre d'accusation formelle. Il faudrait l'apporter à un autre grand jury. Mais l'un des avantages, c'est que vous pouvez figer le témoignage des témoins et
pour une affaire future, les confronter à ce témoignage. Dites, voici ce à quoi vous avez témoigné devant le grand jury. Voici ce que vous avez dit. Nous verrouillons votre témoignage en tant que futur témoin dans une affaire, surtout quand c'est compliqué et surtout quand c'est très médiatisé. Et il y a eu des informations de TMZ sur qui pourrait, vous savez, se présenter au tribunal, ce qui peut aussi compliquer les choses. Mais dites-moi selon vous quel serait l'avantage. Donc, l'avantage d'un grand jury d'enquête, c'est qu'il peut contraindre à la production de preuves, qu'il s'agisse de preuves matérielles, de documents, de dossiers ou de témoignages. Comme vous l'avez dit, cela peut obliger les gens à maintenir leurs déclarations. Cela peut être accompagné d'accords d'immunité et de propositions lorsque des personnes coopèrent. Vous savez, nous avons déjà parlé du fait qu'il pourrait y avoir une sorte d'échelle de culpabilité ici, où ils veulent que les personnes les moins coupables témoignent contre les plus coupables. Le grand jury est certainement un moyen d'y parvenir. Euh, Souvent, cependant, dans une enquête criminelle typique, c'est la police qui enferme les gens dans leurs déclarations et recueille les preuves. Ils interrogent des personnes, ils délivrent des mandats de perquisition et ils obtiennent ces informations de cette manière. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas obliger les gens à témoigner sous serment, mais ils sont généralement assez doués pour amener les gens à parler. Et donc, le fait qu'il y ait, du moins selon les informations rapportées, un grand jury d'enquête suggère qu'il existe des preuves, qu'elles soient documentaires ou testimoniales, dont le procureur a besoin et que la police n'a pas pu obtenir. Et d'ailleurs, pour que ce soit bien clair, s'il y a un problème, si une mise en accusation est finalement prononcée et qu'il y a une arrestation, est-ce que nous, le public, la famille de Céleste, allons connaître tous les détails immédiatement? Comprendrons-nous tous ce qui est arrivé à Céleste si ce jour arrive? Cela dépend vraiment de la façon dont le bureau du procureur décide d'émettre l'acte d'accusation. Un acte d'accusation peut être un document très bref énonçant simplement les charges et les personnes concernées, ou un acte dit explicatif, ce qui est plus courant au niveau fédéral, où ils exposent vraiment beaucoup de preuves dans le document d'acte d'accusation. Euh, Lorsqu'une personne est inculpée, un processus débute où presque toutes les preuves de l'accusation sont transmises à la défense. Le plus souvent, la défense peut rendre des informations publiques, du moins celles qu'elle estime utiles à son client. Le procureur du district ne présentera pas de preuves publiques avant que l'affaire ne soit portée au tribunal. Au-delà de ce qui est mentionné dans l'acte d'accusation, excusez-moi. Oui, non, d'accord. C'est un développement intéressant. Nous verrons ce qu'il en ressortira. À ce jour, seul Steve Fisher évoque cet incinérateur et son lien possible avec l'affaire. Très bien, surveillez cela. Merci beaucoup, Matt Irvine. Merci, Jesse. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment, ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis Jesse Weber. À bientôt.